3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Aujourd'hui, et vous me l'avez fait comprendre très fort lundi soir sur le live Twitch, vous avez voulu que l'on parle d'un des sujets très chauds en ce moment, les Brooklyn Nets, et plus précisément l'association entre Kevin Durant et Kyrie Irving. Alors que là, pendant le dernier été, les deux hommes ont demandé leur transfert, il est légitime de se poser des questions à leur sujet, et notamment quant à la pertinence de leur association. Tout ça, ça me semble intéressant de voir ce que ça peut donner à Brooklyn dans ce contexte, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est ce que l'on va essayer d'analyser de la façon la plus précise possible. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Kyrie Irving et Kevin Durant peuvent-ils coexister à Brooklyn? Pour commencer, je vous propose de faire un petit flashback en 2019 pour voir comment ces deux stars sont arrivés chez les Nets. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ce soit KD du côté des Warriors ou bien Kyrie du côté des Cavs, tous deux avaient déjà goûté à la joie de remporter un titre NBA. Déjà un bel accomplissement. Malheureusement, aux yeux des fans, ces titres ne semblent pas non plus super significatifs dans leur legacy. Et ouais, il est vrai qu'encore aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'a pu prouver qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout sans la présence à ses côtés d'un joueur top 10 all-time, ou presque. Quand Durant a été champion en 2017 et en 2018, il évoluait avec Stephen Curry, alors que quand Kyrie, lui, a été champion en 2016, il était le lieutenant de LeBron James. Personne ne doute du fait que Kyrie et KD sont des joueurs exceptionnels, mais l'un comme l'autre s'est rendu compte que pour faire step up leur greatness, ils n'avaient plus le choix. Ils devaient montrer qu'ils pouvaient gagner sans les joueurs cités précédemment. Et pour ça, quoi de mieux pour les deux potes que d'évoluer ensemble, qui plus est à Brooklyn, l'un des plus gros marchés de la NBA. C'est ainsi que lors de la folle ouverture du marché des free agents en 2019, nous apprenions que les deux stars arrivaient ensemble chez les Nets. Visiblement, les deux hommes en avaient largement discuté en amont et le projet les hypait sacrément. Pour Irving, qui s'était un peu perdu à Boston les deux saisons précédentes et qui jamais n'a vraiment réussi à s'intégrer auprès des jeunes du roster, l'occasion pour relancer sa carrière dans une équipe que lui-même avait choisie semblait parfaite, d'autant plus avec Durant. Du côté de KD, les raisons n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais quand même elles avaient du sens. Lors de la saison 2018-2019, on a senti une certaine lassitude chez lui à Golden State, et malgré ses 2 trophées de MVP des finales, il voyait bien que l'équipe n'était pas la sienne. Sa blessure lors des playoffs et l'échec des Warriors en finale face aux Raptors représentèrent probablement la goutte d'eau. Durant voulait relancer sa carrière ailleurs. Les voilà donc arrivés du côté de Brooklyn pour des contrats qui en cumulé dépassaient les 300 millions de dollars sur 4 ans. Une paille, mais au vu des ambitions que maintenant la franchise pouvait nourrir, avec leur débarquement, le jeu pouvait en valoir la chandelle. Leur attitude l'un comme l'autre depuis le début de leur carrière avait déjà plusieurs fois déçu, et déjà les deux joueurs faisaient partie du cercle de gars que les fans adorent détester. Cependant, en associant leurs talents en mode Suicide Squad, leur but était clair, faire en sorte que les super vilains dominent la ligue à court terme. Parce que oui, même si leurs déclarations et leurs décisions nourrissaient bien souvent les haters, sur le terrain, ces deux joueurs restaient de vrais tueurs. We are killers. Les deux, ensemble, voulaient retrouver un certain plaisir dans l'idée de jouer, un plaisir qu'ils avaient perdu les années précédentes apparemment, et tous les deux, ils voulaient se pousser vers le haut. Bon, on le savait, en raison de la blessure de KD au tendon d'Achille, la campagne 2019-2020 représenterait une saison de transition, mais peu importe, l'association du duo s'apprêtait à définitivement changer le visage de la Grande Ligue, d'autant plus avec l'arrivée de James Harden qui les a rejoints au bout de quelques matchs lors de la saison 2020-2021. Et du coup, si l'on veut parler de leur cohabitation, il n'y a pas grand chose à dire tant l'échantillon fut faible. Déjà, on va écarter James Harden de l'équation car il n'est pas le sujet aujourd'hui, vu qu'il y a quelques mois, il a pris la direction de Philly et que le trio n'a joué que 16 petits matchs ensemble. Mais le duo Kyrie-KD n'a finalement pas fait beaucoup mieux, vu que depuis 2019, ils n'ont pu partager le parquet qu'à 44 reprises, c'est faible. N'empêche que bon, malgré les blessures, malgré l'instabilité constante à Brooklyn, les deux hommes sur le terrain ont montré de très belles choses. De toute façon, comment ça aurait pu être différent, vu le talent des deux gaziers? Lorsqu'ils jouent ensemble, KD et Kyrie ne s'annihilent pas, au contraire, ils se complètent, tournant tous deux à près de 27 points par rencontre lorsqu'ils partagent le terrain, et compilant un bilan très correct de 27 victoires pour 17 défaites, au vu du contexte chaotique que les Nets ont vécu, il y a pire. Malheureusement, cela ne leur a jamais permis de dépasser le deuxième tour des playoffs, mais sur le parquet, au vu de ce dont ils sont capables, on imagine que cette association a un vrai potentiel. Elle en avait déjà, mais elle en a encore pour le futur. En même temps, il faut le dire, les deux hommes font partie des joueurs les plus talentueux du monde à leur poste. Irving possède un handle élite, peut-être jamais vu dans l'histoire en NBA. Il s'est distribué et est très adroit à longue distance, tandis que KD, qui n'est pas non plus un mauvais passeur ou un mauvais ball handler, est probablement l'un des scoreurs les plus giftés all-time. Vous comprendrez que sur le papier au moins, le duo a tout pour faire de vraies étincelles.
Les mecs peuvent exploser à tout moment, ils peuvent prendre un match sur leurs épaules de A à Z, et surtout, ils peuvent shooter avec une efficacité capable de faire bégayer une personne muette. Kyrie, même si on a tendance à l'oublier ces dernières saisons, est un redoutable casseur de chevilles, un mec intenable en 1 contre 1, qui un jour où il se chauffe peut tout à fait planter 60 points, tandis que KD, lui, est juste une machine complètement indéfendable avec une régularité à couper le souffle. Malheureusement, les histoires de vaccins, les blessures, les déclarations peu réfléchies, les transferts et plus globalement tout le bazar ambiant qu'il y avait à Brooklyn ont complètement dézingué les espoirs des Nets l'an dernier. Cela leur a valu d'être sweepés dès le premier tour face aux Celtics lors des playoffs 2022 et de repartir la tête basse. Et là, déjà que leur attitude était beaucoup remise en question, je l'avais déjà dit, leur comportement pendant l'intersaison 2022 a fait naître beaucoup d'inquiétudes. Commençons par Kyrie Irving, qui, si l'on veut rester poli et mesuré, restera probablement dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus mystérieux de l'histoire NBA. Ses bouderies, ses choix personnels et ses disparitions le rendent totalement imprévisible sur ce qu'il peut apporter ou non sur un parquet, et malgré un talent indéniable, on est obligé d'affirmer que le nombre de matchs qu'il a loupé pour des raisons qui lui appartiennent est trop important pour permettre à sa team d'avoir des objectifs sérieux. Sans même parler des blessures sur lesquelles il serait très sévère de l'accuser, le joueur traîne maintenant derrière lui une réputation de mec sur lequel il est très difficile de compter. Son investissement reste aléatoire et ses différents déboires ne lui ont pas permis d'être prolongé au max cet été par les Nets comme il l'aurait probablement souhaité. Ça, vous pouvez imaginer que ça ne lui a pas plu, et même s'il a activé son option pour rester une année de plus à Brooklyn afin de s'assurer de toucher encore 36 millions cette saison, il n'a ensuite pas caché qu'un trade ne lui déplairait pas, et régulièrement la rumeur Lakers est revenue sur le tapis. Autant dire qu'en début d'été, on ne donnait pas cher de l'avenir de Kyrie Irving à Brooklyn. Pour le moment, les choses se sont tassées, jusqu'à un prochain drama, qui sait, mais aujourd'hui, il est un joueur des Nets, et il devrait le rester pendant une bonne partie de la saison. Là, il sera free agent l'été prochain, et rien ne dit qu'en cas de déception, il ne sera pas envoyé ailleurs d'ici la deadline, car oui, plutôt que de le perdre sans contrepartie, à Brooklyn, on pourrait bien tenter de capitaliser sur son talent et sa valeur pour appuyer sur la gâchette. Tout ça, c'est dommage quand même, parce que je ne le répéterai jamais assez, mais quand il est motivé, investi, quand il est à fond, c'est un véritable crack, un mec qui représente un régal à voir jouer. Malheureusement, s'il ne se donne pas assez pour le basket, lui-même qui a fait courir des rumeurs de retraite, il y a à peu près un an, les Nets pourraient vite décider de tourner la page. Cette situation, qui on va dire les mots, pue sacrément, n'a pas dû plaire du tout à KD, qui lui a 34 ans et imagine bien se donner l'occasion de remporter encore 1 ou 2 bagues d'ici sa retraite. Au final, ce ne fut donc qu'une demi-surprise il y a quelques mois d'entendre l'ailier demander à son tour aux Nets d'être envoyé ailleurs, lui qui pourtant avait été prolongé jusqu'en 2026, un an plus tôt. Un véritable coup de poignard pour la franchise de Brooklyn qui en quelques mois, après le départ d'Harden, aurait pu perdre tous les piliers censés les tirer vers le haut. Là encore, la réputation de Kevin Durant a pris un nouveau coup dans l'aile, énervant beaucoup de fans avec ses fréquentes envies d'ailleurs. Déjà que son départ d'OKC vers une équipe de Golden State qui sortait d'une saison record à 73 wins avait été mal perçu, l'entendre vouloir déserter à nouveau à la première difficulté confirmait pour lui aussi un comportement instable et imprévisible qui pourrait tout envoyer valser au premier accroc. Après, beaucoup de discussions ont eu lieu cet été à son propos, visiblement, mais aucune n'a abouti. Dans cette situation, les Nets, qu'il avait encore sous contrat pendant 4 ans, restaient les maîtres et pouvaient se permettre de demander un prix très élevé. Des rumeurs ont même dit qu'ils voulaient au moins Jason Tatum et Jalen Brown en échange de KD. Alors malgré l'ultimatum lancé par KD en mode c'est Steve Nash et Sean Marks ou moi, aucune transaction n'a pu être effectuée. Et aujourd'hui, comme Kyrie, il est un joueur des Nets, que ça lui plaise ou non. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi. Désormais, en ayant réussi à conserver leur de star, on pourrait se dire que les Nets ont pu sauver les meubles. Mais quel visage vont montrer les deux divas après un été si compliqué ? Difficile à dire. Si les deux hommes ne répondent pas présents, au moins sur le terrain, ce sont tous les espoirs de Brooklyn qui pourraient s'envoler d'un coup. Bon, lors du Media Day, et en même temps, il n'allait pas dire le contraire, tout le monde avait l'air d'accord à l'idée de repartir sur de bonnes bases pour aller vers l'avant. Mais attention, au moindre gravier, qui sait ce qui pourrait arriver ? D'ailleurs, la première question que l'on pourrait se poser, les premiers doutes, les premières interrogations concernent l'entente actuelle entre KD et Kyrie. Alors qu'ils étaient super potes à la base, la situation de ces dernières années a selon certains creusé un large fossé entre les deux, et on peut le comprendre, tant dans leurs objectifs, les deux hommes ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. Twitter s'est beaucoup enflammé à ce sujet, mais a priori il y a quand même eu pas mal d'exagérations, et Shams Charania a rassuré pas mal de monde. Alors maintenant que la saga estivale est terminée, je pense que ce serait pas mal de faire le point, d'essayer de débunker tout ça, et a priori en vrai tout va bien, malgré les rumeurs de scission, les deux joueurs sont restés en contact pendant toute l'intersaison, a priori ça va. Plus intéressant encore, lorsque les rumeurs de transfert battaient leur plein, KD et Kyrie auraient continué à évoquer la possibilité de jouer ensemble, mais ailleurs, ce qui laisse penser que leur ressentiment se portait plus vers la franchise de Brooklyn que l'un envers l'autre, et ça c'est important de le noter pour parler de leur cohabitation future. Même si évidemment ils ont amplement participé aux histoires qu'ont vécu les Nets ces dernières années, l'un comme l'autre aurait plutôt évoqué le désir de fuir cette situation plutôt que de se séparer de son comparse de duo.
D'ailleurs, Durant a plutôt été clair lors de son ultimatum estival, ce qui l'inquiétait ce n'était pas Kyrie, c'était plutôt la direction que prenait la franchise. Il ne s'est ainsi pas gêné pour demander à Joe Tsai de couper 2 têtes pour qu'il retire sa demande de trade. Comme on l'a dit, celle de Sean Marks, le general manager, et celle de Steve Nash, le coach. Rien que ça. Bon, son caprice n'a pas été entendu, KD n'a pas obtenu ce qu'il voulait, mais tout ça ne laissait penser qu'il n'y avait aucun souci fondamental dans la relation entre les deux joueurs. En fait, Durant l'a dit texto, même si le basket est la chose la plus importante le concernant, ses liens d'amitié avec Kyrie ne changeront pas, et ça semble honnête. Mentalement, les deux hommes paraissent tout à fait prêts à continuer à évoluer sous le même maillot, malgré tout ce qui a pu se passer, et tout ce qui a été dit les concernant. Déjà, ça nous donne une bonne piste pour répondre à notre question du jour. Apparemment, oui, ils peuvent coexister, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils peuvent coexister à Brooklyn? Et là, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à analyser. On peut imaginer que la saga de l'été, même si tout le monde affirme qu'elle est terminée désormais, a laissé des traces, et peut-être même des cicatrices béantes du côté de la franchise des Nets. Perso, je serais Steve Nash ou Sean Marks, je l'aurais très mauvaise, et pas certain que j'aurais envie de continuer à travailler avec ces deux gugus. Maintenant, c'est aussi ça, le monde du sport, et le monde du travail plus globalement. On est parfois mené à taffer avec des gens qu'on n'apprécie pas, mais si l'objectif reste commun, et qu'on est tous dirigés vers le même but, on est capable de faire de grandes choses quand même. Il y a plein d'exemples dans l'histoire du basket qui peuvent prouver ça, et là, de toute façon, ces grandes choses que l'on veut à Brooklyn, on ne va pas se mentir, c'est le titre, rien d'autre. Pour ça, il faudra que tout le monde sur le terrain soit sur la même longueur d'onde, des coachs aux joueurs, et ça, vous pouvez comprendre qu'à première vue, ce n'est pas forcément gagné. Pour que tout se déroule sans accroc, les Nets devront absolument trouver un moyen de rester compétitifs ensemble. Sans ça, ça pourrait exploser. Et globalement, là, c'est ce qu'on va analyser dans la deuxième grosse partie de cette vidéo. Si en l'état, l'équipe ne se montre pas capable d'au moins toucher du doigt ses ambitions, je pense que la réponse sera non. Ça voudra dire que KD et Kyrie ne peuvent pas coexister du côté de Brooklyn. J'en suis à peu près sûr si ça ne gagne pas. Voilà pourquoi, afin de poursuivre, j'ai eu envie de faire aussi un autre focus sur toutes les pièces qui vont entourer le duo. On ne gagne pas un titre à seulement 2 joueurs en NBA, et beaucoup de choses dépendront aussi des autres éléments des Nets, à commencer par Ben Simmons, qui va être le sujet de mon prochain point. Mais avant d'évoquer le cas de l'Australien, j'ai une question ultra importante à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Là, c'est la dernière ligne droite. Il manque quoi? Genre 500 follow pour arriver à la barre des 50K, et y accéder pour moi serait un réel accomplissement. J'avais pour objectif de la dépasser avant le 1er janvier 2023, et là, on est bien parti pour l'exploser de manière super anticipée, c'est parfait, et franchement j'ai hâte. Alors si vous aimez mon contenu et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez plus, go cliquer sur ce bouton rouge pour m'aider à lancer la fusée jusqu'à atteindre la prochaine étape. 100K pourquoi pas. Mais bref, maintenant que j'ai fait ce rappel de la plus haute importance, revenons à notre cher Ben Simmons, qui je pense peut avoir un rôle décisif à Brooklyn. Parce que oui, même si lui aussi fait partie des gars que les haters aiment le plus critiquer en raison de ses déclats, de ses décisions ou de son absence de shoot, le joueur reste un vrai basketteur lorsqu'il est au top de sa forme physique et de ses dispositions mentales. Le mec présente des qualités athlétiques hors du commun, de super appuis, un vrai sens de la passe et une défense à en faire pâlir Dark Vador lui-même. Si l'on pouvait espérer du first pick de la draft 2016 qu'il soit un vrai leader, je pense que chez les Nets, on peut aussi espérer de sa part qu'il devienne un vrai team player. Bien sûr, il existe plusieurs inconnus sur la façon dont Simmons complétera le duo Kyrie-KD, mais sur le papier, là encore une fois, il y a de quoi se hyper. Les Nets, ça s'est vu l'an dernier, peinaient énormément en défense, et à moindre mesure dans la circulation de balles et le jeu rapide, des qualités qui correspondent exactement aux principales forces de Ben Simmons. On a pu en voir un faible échantillon en pré-saison, et rien que là, ça parle fort, même s'il faut prendre des pincettes. Le principal problème, à mon sens, proviendra plutôt de son poste et de son utilisation. Depuis sa draft, le joueur est utilisé essentiellement en tant que meneur, pile le même poste que Kyrie. Mais ça, est-ce que ça doit être une fatalité de l'utiliser en tant que point guard? Perso, je ne pense pas, vu comment le mec est polyvalent. Là, pour cette saison, ça parle principalement de l'utiliser au poste 4, voire même au poste 5 dans un dispositif small ball, et perso, je trouve pas ça inintéressant. Bon, après, tout ne sera pas parfait non plus, hein, et beaucoup de choses demanderont des adaptations, encore plus après plus d'1 an sans jouer, et quand il a encore jamais occupé ce poste en NBA. Parce que oui, même si Simmons est un excellent défenseur, sa principale force se situe au périmètre, domaine dans lequel il sera moins utilisé, et en attaque, même s'il peut jouer au poste et briller en tant que point forward, son association dans la raquette avec Nick Claxton pourrait limiter l'équipe en termes de spacing, avec 2 joueurs qui ne s'écartent pas du tout. Même si ces problèmes ne sont pas non plus dramatiques, je pense qu'il sera essentiel que Steve Nash trouve des solutions pour les régler, au moins en partie. Mais en vrai, est-ce que je m'en fais beaucoup quant au jeu de Simmons et quant à ce qu'il peut apporter sur le terrain? Non, pas du tout. Je pense qu'il est typiquement le type de joueur avec un gros QI basket qui peut être utilisé à toutes les sauces, dans tous les rôles, qui dépannera au minimum dans la majorité des secteurs, qui posera de gros écrans et qui pourra même s'amuser à porter la balle pendant que Kyrie s'éclatera off-ball.
un rôle qu'il affectionne particulièrement, c'est cool. En étant solide, en étant ambidextre, il dispose également de vraies qualités au poste bas, et il permettra à Steve Nash d'avoir une nouvelle solution dans son jeu offensif, ça je n'en doute pas, que ce soit sur jeu placé ou sur transition. C'est également la même chose en défense, car même si Simmons est meilleur au périmètre, il est quand même suffisamment costaud pour faire du vrai taf dans la peinture, et dans une NBA où tout le monde switch, je le vois bien apporter un step-up global à toute cette équipe qui en a cruellement besoin de ce côté du terrain. Le mec est capable de partir en mission défensive sur le meilleur joueur adverse, et ça devrait largement soulager KD qui ces dernières années était obligé d'occuper cette tâche, en plus de devoir assurer au scoring. Fluidifier le jeu en attaque, apporter de l'intensité en défense, c'est tout ce qui est capable d'apporter l'Australien, et ça pourrait être crucial si les Nets veulent aller loin cette saison. À lui tout seul, il rend cette équipe plus équilibrée, peut-être même plus qu'avec James Harden, et rien que pour ça, il y a de quoi être optimiste sur ce qu'il va pouvoir se passer sur le terrain. Avec lui, on va être clair, sur le papier, les Nets possèdent probablement de l'un des meilleurs trios de la ligue d'un point de vue basket. Ben Simmons, en vrai, paraît posséder le profil idéal pour venir compléter ce que peut déjà apporter le duo de stars. C'est vachement intéressant. Toutes ces qualités, on a tendance à les oublier, vu qu'on n'a pas vu le joueur évoluer sur un parquet lors d'un match officiel depuis la débâcle des Sixers face aux Hawks en 2021. Mais c'est ce que j'expliquais dans une vidéo assez récente, moi je pense que c'est un joueur qui a surtout besoin d'être en confiance pour briller, et ça il ne l'avait plus. Parce que oui, rappelez-vous toute la hate qu'il a reçue justement après ces fameux playoffs, les trolls se sont lâchés, tout le monde a trouvé une bonne raison de le détester, mais au moins je me suis dit qu'il ne dénoterait pas à Brooklyn dans cette ambiance de super vilain. What, we some kinda Suicide Squad. Là on peut espérer que chez les Nets, KD et Kyrie l'aideront au maximum à se retrouver dans les meilleures dispositions possibles, et si ça n'a pas lieu, on pourra toujours compter, je pense, sur son pote Boomer en sélection australienne Patty Mills. Pas mal de conditions pourraient donc être réunies pour qu'il s'acclimate de la meilleure façon possible, et c'est plutôt bien, mais ça ne m'empêche pas de penser que Ben Simmons, pour moi, reste un mystère d'un point de vue mental. Jusque-là, dans sa carrière, il a montré qu'il était surtout un joueur qui régulièrement a préféré fuir la difficulté plutôt que de s'y confronter, et ce, même avant Philadelphie, vu qu'il traîne cette réputation depuis la fac et qu'il l'a confirmé avec l'équipe nationale australienne, et ça c'est pas bon. On sait aussi que ça fait maintenant plusieurs saisons que le joueur souffre de douleurs au dos, qui l'empêchent même littéralement de jouer, et ça a été le cas la saison dernière. Mais ce que nous avons appris aussi en avril dernier, c'est que le stress, la pression, et plus globalement les mauvaises dispositions mentales, amplifient largement cette douleur, c'est compliqué. Si Simmons n'évolue pas dans un environnement ultra sain pour lui, il sera difficile d'aller en tirer la quintessence, et ça à Brooklyn, vous l'avez compris, il n'y a rien de garanti à ce propos, vu le chaos qu'on a connu ces derniers mois. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu de ses qualités immenses d'un point de vue basket, Simmons peut être une vraie clé pour ces Nets, mais l'alchimie et la camaraderie qui régneront dans le groupe pourraient être décisives le concernant, si l'on veut qu'il puisse jouer son meilleur basket. Cependant, si comme je disais tout à l'heure, un titre ne se gagne pas à 2 joueurs, il ne se gagne pas non plus à 3. C'est pour ça qu'il va être intéressant maintenant de faire un rapide brief sur le reste de l'effectif. Et là en fait, au premier coup d'œil, la composition et les apports qui ont été faits cet été semblent vraiment intéressants. Outre le retour de Joe Harris qui apportera son tir et la présence de Seth Curry qui pourra bénéficier du training camp pour embrasser encore mieux son rôle, Sean Marks a plutôt fait du bon boulot pour renforcer le roster, même si a priori il manque toujours un protecteur de cercle. Pour continuer, on a aussi un Royce O'Neal qui est arrivé, un role-player expérimenté, qui peut défendre très fort et balancer aussi quelques shoots, j'aime bien. En parallèle, TJ Warren, même s'il est porté disparu depuis la bulle de Disney, a montré brièvement à Indiana qu'il pouvait être une option solide au scoring. Son apport en sortie de banc, s'il peut enfin jouer, pourrait largement permettre aux stars de souffler, sans que le jeu des Nets en subisse trop de conséquences. En ajoutant à ces 4 gars des joueurs comme Nick Claxton, Patty Mills, Markieff Morris ou Cam Thomas, on a quand même une belle brochette de joueurs intéressants pour entourer les stars de cette Suicide Squad. De plus, et c'est ce que j'aime bien, cette équipe paraît vraiment revancharde, c'était le mot d'ordre lors du Media Day. Contrairement à ce qu'il s'est passé l'année dernière, le training camp se déroule visiblement dans une ambiance très studieuse, où chacun donne son max pour apporter ce qu'il faut à l'équipe et atteindre les hautes ambitions qu'elle s'est fixées. Ça aussi c'est plutôt bon signe, même si évidemment personne n'allait dire le contraire. Même si les événements compliqués qu'ont connus les Nets ces derniers mois auraient pu être destructeurs, ils pourraient devenir fédérateurs aussi, et ça ce serait cool, c'est à mon avis tout ce que la fanbase des Nets attend. Pour que ça ait lieu, comme je l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, je pense que l'alchimie sera primordiale, et c'est bien dans ce domaine que le coach sophomore Steve Nash aura beaucoup de pain sur la planche. Parce que oui, je ne vous apprends rien, construire une équipe ce n'est pas seulement coucher des noms sur un papier, c'est aussi réussir à la faire jouer ensemble. C'est dans cette optique, je pense, que pour Steve Nash, cette saison représentera un vrai test, grandeur nature.
Sera-t-il capable de trouver un système de jeu qui sortirait de l'ISO avec KD et Kyrie? Comment va-t-il utiliser Ben Simmons? À quel poste? Arrivera-t-il à faire en sorte que la team défende? Quelle rotation envisagera-t-il avec son banc? Qui sera titulaire entre Joe Harris et Seth Curry? Pourra-t-il imposer sa patte sur les Nets? Et sa patte en fait, c'est quoi? Toutes ces questions, le tacticien canadien devrait y répondre avec précision. Mais moi, ce que je me dis, c'est que globalement, tout ça, c'est lié au jeu. Et vu le talent qui est présent dans l'effectif, même si tout ne sera pas parfait, quoi que fasse Steve Nash, ça devrait au moins à peu près rouler. Mais quid justement de l'alchimie, de la cohésion qu'on évoquait plus tôt? Si les joueurs des Nets veulent gagner, veulent aller loin, ils auront besoin d'être guidés, d'être drivés, ça y a pas de secret. Pour ça, il faudra que Nash se fasse accepter, qu'il gagne la confiance de ses troupes, et que ceux-ci veuillent bien être conseillés par leurs tacticiens. Là-dessus, je pense que la tâche sera rude, et j'avoue j'ai quelques doutes. Je pense que pour être convaincant, le premier truc sur lequel il doit bosser, avec ses assistants, c'est la construction d'un vrai fond de jeu. À mon avis, tout passera d'abord par là pour gagner la confiance de ses joueurs. Mais entre toutes les nouvelles pièces qui sont arrivées au Nets, les caractères disons spéciaux de certains, et le fait qu'au vu de ce qui s'est passé cet été, Nash soit partout sauf en terrain conquis, on ne peut qu'imaginer que tout sera ardu pour lui. Faire fonctionner la machine à pleine puissance, tout en gérant les égos et les nouveaux, ressemble déjà à une mission impossible, même pour le meilleur des tacticiens. Alors pour Nash, qui dans ce rôle reste quand même très inexpérimenté, je ne vous raconte même pas, il devra faire preuve de trésor, de patience et d'inventivité s'il veut gagner le respect de ses troupes. Là, on est en plein training camp, c'est maintenant que les bases se posent, et de ce qu'il se dit, c'est plutôt le bon point, tout le monde travaillerait fort, travaillerait dur, et de façon super sérieuse. De KD à Kyrie, en passant par Ben Simmons et les remplaçants, tout le monde est conscient que les bonnes pièces du puzzle sont présentes dans le roster. Maintenant, il faut juste trouver un bon moyen de les assembler, et ce ne sera pas la mission la plus simple. Surtout qu'on va dire les choses, les Nets ne semblent plus du tout posséder le statut de favori officiel qu'ils possédaient ces dernières années. Ils ne sont plus cette team qui peut se reposer pendant la saison en attendant les playoffs. Ils sont maintenant une équipe qui doit prouver des choses, match après match, et franchir les étapes les unes après les autres, sans jamais se dessouder. De la frustration il y en aura, et des colères aussi probablement, vu les éléments du roster, et Nash n'aura pas le choix que d'avoir les épaules assez larges pour éviter que chaque mini-problème parte au drama. Autant dire les choses, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, le tacticien aura beaucoup de choses à gérer, et aujourd'hui, il est difficile d'avoir quelques certitudes, que ce soit concernant sa capacité à gérer tout ça. En vrai, vous l'avez sûrement compris depuis le début de cette vidéo, je suis plutôt pessimiste globalement, notamment concernant Nash, mais je ne suis pas non plus fataliste. Faut se rappeler quand même qu'il est un ancien joueur, un ancien double MVP, et les égos et leur gestion, normalement il sait ce que c'est. Même si l'an dernier apparemment il n'a pas forcément convaincu des gars comme Kyrie et KD, aujourd'hui je pense qu'il pourrait avoir les cartes entre les mains pour retrouver le droit chemin. J'ose espérer que tous les joueurs des Nets seront capables de tourner la page pour lui donner une seconde chance et lui faire confiance, ce sera le seul vrai moyen d'avoir des ambitions, et si dès le début de la saison quelque chose coince, je ne donne pas cher de la peau du coach canadien à la tête des Nets. Est-il l'homme de la situation? Je ne sais pas. Par contre, suis-je capable de faire preuve de patience pour essayer de lui faire confiance? Oui, je pense, parce qu'il faut se rendre compte que pour n'importe quel coach en NBA, cette situation serait ultra compliquée. À Nash de s'affirmer maintenant, de taper du poing sur la table, de gagner la confiance des autres, de gagner le respect, et plus globalement à lui de réussir à mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est certain, mais s'il faillit à cette mission, il pourrait être le premier fusible à sauter du côté de Brooklyn. Du coup maintenant, si l'on fait le bilan de notre vidéo, que faut-il penser de tout ça? Et que répondre à notre question du jour? Déjà, vous l'avez compris, j'ai des doutes sur Nash, car l'an dernier, même si je veux bien être tolérant au vu de sa position de coach rookie, je ne l'ai pas vu en capacité de s'imposer au milieu de tous ses forts caractères. Le virer en cours de saison pourrait être une solution donc, qui pourrait potentiellement permettre au groupe de réagir et de se souder, mais même là je n'y crois que peu. KD et Kyrie, à mon avis, s'ils sont ensemble, ont besoin d'un coach à poigne, et la poigne, visiblement, ils n'en veulent pas, ça complique les choses. De plus, malgré la présence dans l'effectif de beaucoup d'éléments de qualité, j'ai peur que le moindre petit pépin puisse prendre une ampleur exceptionnelle et incroyable, ce sera dévastateur. Bien sûr, on peut vivre chez les bisounours, se dire que tout le monde va se serrer les coudes, que tout le monde ne pensera qu'à un titre et fera les sacrifices nécessaires pour aller au bout en mettant son ego de côté, sauf qu'une saison en NBA, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Une blessure, une demande de trade, un coup de gueule, un souci de rotation ou une frustration, quelle qu'elle soit, pourrait tout faire partir en éclats d'un claquement de doigts. Et là, entre les caractères instables de KD et Kyrie, le mental incertain de Ben Simmons et la blessure de TJ Warren, qui est interminable car il n'est toujours pas en tenue pour le training camp, il y a quand même de quoi douter. Il y a pas mal d'éléments qui montrent qu'on peut pas être en confiance totalement. De plus, avec les fins de contrat de LaMarcus Aldridge et de Blake Griffin, je regrette l'absence d'un vrai grognard qui serait capable, en tant que vétéran, de pousser un gros coup de gueule si tout partait en sucette. Patty Mills, par exemple, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit son caractère. Il est un mec plutôt chill,
loin par exemple de la personnalité d'un Udonis Haslem à Miami. Autant je trouve que d'un point de vue basket, mis à part peut-être dans la protection de cercle, cette équipe n'a aucun manque, autant je trouve que dans le vestiaire ça pourrait vraiment être animé au vu des éléments qui composent cet effectif. Si là-dedans il y a personne pour mettre de l'ordre, que ce soit dans le coaching staff ou parmi les joueurs, je pense qu'il faudra remettre vraiment en question les ambitions des Nets. Tout ce qui peut sauver cette team à mon avis, c'est le basket qui sera pratiqué, notamment par le duo Kyrie-KD, et si tout roule sur le terrain, peut-être que beaucoup de choses suivront derrière. Mais le problème, c'est que tout ne peut pas être rose pendant 82 matchs. C'est pour ça que tous les scénarios sont possibles avec Brooklyn, de la 12e à la première place de la conférence Est, c'est assez fou. Cependant, personnellement, je tiens trop à l'alchimie pour croire définitivement en cette team, et au moindre gravier, cette équipe magnifique pourrait transformer sa saison en soap opéra, c'est bien ma crainte. Franchement, j'ai beau être un éternel optimiste, je me dis qu'au vu de la composition du roster et des doutes que j'ai, on a beaucoup plus de chances de partir vers le drama que vers le monde des bisounours, c'est triste. Du coup, vous l'avez sûrement capté, j'ai beaucoup trop d'interrogations sur la cohésion, l'alchimie et la vie du groupe pour vraiment pouvoir parier sur les Nets l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire que je pense que Kevin Durant et Kyrie Irving ne peuvent pas être associés ensemble à Brooklyn? J'en ai bien peur. Ces deux hommes ont déjà fait bien trop de dégâts dans la franchise, et j'ai tendance à croire qu'ils ont un caractère bien trop instable pour y être associés actuellement. Peut-être que les choses auraient pu être différentes avec un nouveau départ, sous un nouveau maillot, ou encore dans un autre contexte, mais nous n'en sommes pas là, il faut faire avec ce qu'on a. Autant sur le parquet, ce duo représente peut-être le meilleur one-two punch de toute la ligue, autant dans le leadership et la mentalité, j'ai tendance à les voir quand ils sont associés au moins comme de potentiels cancers pour une équipe, et je suis le premier que ça fait chier tant ensemble ils sont capables de pratiquer un basket que j'apprécie. Alors oui, je sais, le mot cancer est fort, et j'attends seulement d'eux qu'ils me fassent mentir, tant leur association peut être bonne, et je suis persuadé qu'ils pourront briller encore ensemble, au moins ponctuellement sur le terrain, j'ai pas de doute. Mais je l'ai déjà dit, le basket ça ne se gagne pas à deux, et pour aller loin, il faudra aussi qu'ils se comportent en leader, en exemple sur le terrain, et ça par contre je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment arriver dans les conditions actuelles. Si les superstars ne font pas en sorte que toute l'équipe les suive, que tout le monde soit impliqué, je ne pense pas que les conditions seront réunies pour avoir de vraies ambitions, pour gagner des matchs, voire des titres. Je ne vais pas en faire plus, je pense que vous avez compris. Ce manque de leader sur le terrain ou sur le banc, et ce manque d'alchimie qui en découlera, ça fait vraiment peur, et si ça se confirme, je pense qu'on file droit vers l'implosion du côté des Brooklyn Nets. Voilà pour ce qui est de la cohabitation du duo KD-Kyrie, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast-to-coast. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que je suis trop sévère, trop pessimiste? Vous y croyez, vous, à l'association KD-Kyrie sur le terrain, mais surtout dans le vestiaire? Donnez-moi tous vos arguments en commentaire, ça m'intéresse toujours de connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement, le watch time et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, vous inquiétez pas, toutes les infos, comme celle du League Pass d'ailleurs, seront dans la description. A très vite.